Bien, voyons à présent quelques exemples d'échappement à la réponse immunitaire, mais chez les bactéries. Donc, beaucoup de bactéries sont extracellulaires, et donc elles sont confrontées à des pressions de sélection très différentes des virus, qui sont généralement intracellulaires cytosoliques. Donc elles vont développer des mécanismes d'échappement très différents. Donc, on va commencer par quelques bactéries extracellulaires, dont les streptocoques. Donc ce sont des bactéries gram-positives, extracellulaires. Il en existe plusieurs qui infectent l'homme, dont Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalacticae et surtout Streptococcus pneumoniae, qui est une cause fréquente d'infections respiratoires, surtout de surinfection après infection par influenza, le virus de la grippe. On estime qu'il est à l'origine de 10 millions de morts par an à travers le monde. Transmission principalement par voie aérienne. Alors tous les streptocoques se multiplient dans le milieu extracellulaire. Donc ils ont acquis toute une série de facteurs de virulence qui vont leur permettre de neutraliser un des principaux éléments de la réponse immunitaire extracellulaire, c'est-à-dire le complément. Donc je ne vais pas vous rappeler ici en détail ce qu'est la cascade du complément. En résumé, le complément, c'est un ensemble de protéines qui sont présentes dans la circulation sanguine, à l'homéostasie, donc en absence d'infection. Il existe 3 pathways qui mènent à l'activation de la cascade du complément, donc ce qu'on appelle la voie alternative, qui dispose en fait de PRR solubles capables de reconnaître directement des PAMS chez les pathogènes. Un chemin qu'on appelle le chemin classique, qui est dépendant de la fixation d'anticorps sur les agents pathogènes. Ce chemin va être activé en fait par la reconnaissance des parties constantes des anticorps. Et un chemin qui est dépendant d'une reconnaissance de type lectine, donc sucre. Donc ce qui va être reconnu, c'est une conformation particulière du mannose présente sur les parois bactériennes notamment. Donc ces 3 voies convergent vers l'activation du C3, son clivage en C3b, C3a, et il s'ensuit une cascade qui au final mène à la formation du complexe d'attaque membranaire composé du C9. Donc, il y a plusieurs mécanismes effecteurs qui sont présents dans la cascade du complément, 3 majeurs. Le premier, c'est la production de fragments du complément qui vont induire une inflammation et un recrutement de cellules effectrices, comme des neutrophiles, des monocytes, donc qui vont jouer notamment sur la perméabilité des endothéliums vasculaires, pour permettre un recrutement massif de cellules inflammatoires. Le deuxième mécanisme effecteur, c'est l'opsonisation. Donc le complément peut se fixer sur les parois des bactéries et faciliter leur phagocytose. Et enfin, le pore d'attaque membranaire, la polarisation de C9, ça crée un pore permettant la lyse en fait, des bactéries. C'est une manière de perforer la membrane des bactéries et de créer un choc osmotique dans celle-ci. Donc, toute bactérie qui est en extracellulaire doit faire face au complément, et donc les streptococcus ont développé, en fait, ont acquis au cours de l'évolution toute une série de facteurs qui vont leur permettre, en fait, de neutraliser cette cascade en différents points. Alors, retenez de nouveau absolument pas le détail, je vous le donne juste pour illustrer. Si on prend Streptococcus pyogenes, par exemple, il va capturer le facteur H. Donc le facteur H, il intervient dans la voie alternative, et en fait, il protège les cellules de l'hôte pour éviter que les cellules de l'hôte soient victimes de cette cascade. Donc en capturant le facteur H, la bactérie va se protéger du déclenchement de cette cascade. Alors, Streptococcus pyogenes va également inhiber la fixation de C5b, 6, 7 de la bactérie, ce qui va empêcher la formation ici du pore d'attaque membranaire. Elle va également inactiver le C5a, qui fait partie avec C3a, C5a, ainsi de suite, des facteurs qui vont lancer l'inflammation. Donc, en inactivant C5a, il va réduire le recrutement de cellules inflammatoires et l'augmentation de la perméabilité vasculaire. Donc,
Streptococcus pyogenes va s'attaquer à plusieurs éléments de la cascade, à la fois à son initiation, à la fois à la partie pro-inflammatoire de la cascade et au port d'attaque membranaire. Donc, principaux mécanismes d'échappement à la réponse immunitaire innée pour Streptococcus pneumoniae, échappement à l'immunité naturelle par neutralisation de la cascade du complément. Alors passons maintenant à Staphylococcus aureus, une autre bactérie Gram positive, également extracellulaire. Alors comme Staphylococcus epidermidis que j'ai déjà présenté, c'est principalement un pathogène opportuniste. Donc il est en portage sain courant chez l'homme. Donc il est présent de manière permanente sur la peau, les muqueuses nasales de 20% de la population, de manière transitoire sur 60%. Ce qui en fait un contaminant de culture très courant en laboratoire. Mais en cas de blessure, donc s'il dispose d'une porte d'entrée dans l'organisme, il peut causer des infections superficielles de la peau, mais également des infections graves, telles qu'arthrite, ostéomyélite, endocardite et choc toxique. Donc, de nouveau, bien que ce soit un pathogène opportuniste, il peut s'avérer très dangereux. Donc, ici, Staphylococcus aureus va de nouveau se heurter à tout l'arsenal de la réponse immunitaire contre les pathogènes extracellulaires. Il va se heurter principalement aux neutrophiles et aux compléments, comme Streptococcus. Et donc lui dispose en fait d'un arsenal qui est très important, très large. Il va s'attaquer à toute une série d'éléments de la réponse immunitaire. Donc je vais juste les lister ici pour vous expliquer qu'un même organisme, un même micro-organisme peut disposer d'un grand nombre de mécanismes d'échappement à la réponse immunitaire. Donc en bref, il dispose de toute une série d'enzymes, des protéases, des lipases, des nucléases, qui vont permettre la destruction du tissu, et donc la dispersion de la bactérie dans celui-ci. Alors évidemment, ça, ce sont des facteurs de virulence qui vont faire beaucoup de dégâts au niveau tissulaire, mais il dispose aussi de molécules qui vont bloquer le recrutement des neutrophiles, de toxines qui vont tuer les neutrophiles, de toxines qui vont bloquer la phagocytose, qui vont neutraliser l'action du phagolysosome, et même de toxines qui vont affecter l'immunité adaptative. Donc je vais en citer quelques-uns rapidement. Donc, Staphylococcus aureus va sécréter plusieurs facteurs qui vont bloquer le recrutement des neutrophiles ou les lyser. Donc, il a les leucotoxines qui vont littéralement lyser les neutrophiles en formant des pores dans la membrane des neutrophiles. Il dispose également de molécules comme CHIPS qui vont lier C5A, donc un des éléments du complément, et qui vont alors permettre le blocage des effets pro-inflammatoires du C5A. Et il dispose également de molécules comme EP qui se fixent à ICAM1 et donc va bloquer la fixation des neutrophiles sur ICAM1 et réduire leur capacité à traverser les endothéliums et à pénétrer dans les tissus. Donc, je vous rappelle, quand vous avez un recrutement cellulaire, un recrutement par exemple de neutrophiles qui sont présents dans le sang, pour accéder au tissu, les neutrophiles doivent d'abord adhérer à l'endothélium, puis ensuite passer à travers cet endothélium par diapédèse. Donc EP, par exemple, ici, va bloquer la fixation du neutrophile sur cet endothélium. Alors Staphylococcus aureus va également sécréter des facteurs qui vont bloquer la phagocytose, principalement en neutralisant les opsonines. Donc, les opsonines, c'est tout ce qui aide à la phagocytose. Alors, il y a deux grandes catégories d'opsonines, les opsonines de l'immunité adaptative et les opsonines de l'immunité innée. Donc de l'immunité adaptative, ce sont principalement les anticorps, de l'immunité innée, ce sera principalement le complément. Donc il dispose d'une molécule qui va fixer C3 et empêcher la fixation de C3 sur la paroi bactérienne. Donc comme C3 ne peut pas être clivé, on ne peut pas lancer toute la cascade du complément qui part de C3. Et donc on ne peut pas générer le port d'attaque membranaire, on ne peut pas générer tous les éléments comme C5A et ainsi de suite qui promeuvent l'inflammation. Alors il va également s'attaquer aux opsonines de l'immunité adaptative,
Donc il y a une capsule de polysaccharides qui va inhiber la fixation des anticorps. Et donc en bloquant la fixation des anticorps, on bloque la cascade du complément dépendant des anticorps, la voie classique d'activation. Et il dispose également de la protéine A, qui elle va se fixer au domaine constant des anticorps. Et donc là on va fixer les anticorps, mais par leur partie constante. Et en les fixant de cette manière-là, en fait, la bactérie se recouvre d'anticorps, mais d'anticorps qui sont disposés de telle manière qu'ils ne peuvent plus en fait favoriser l'opsonisation, et donc qui ne peuvent plus aider à la phagocytose des neutrophiles. Alors Staphylococcus peut aussi perturber le développement d'une immunité adaptative. Alors, il le fait de manière un peu paradoxale. Il va produire de la protéine A, ou ce qu'on appelle des super-antigènes. Donc la protéine A va en fait polymériser les récepteurs membranaires des lymphocytes B, donc les IgM membranaires. Et cette polymérisation, cette réticulation des B-cell récepteurs, ça va causer une activation polyclonale des cellules B. Dans le cas des super-antigènes, c'est le même principe, mais pour l'activation des lymphocytes T. Donc, les TCR, les récepteurs des cellules T, reconnaissent les MHC classe 2, contenant un peptide. Ça, c'est la manière classique dont ils reconnaissent le signal antigénique. Ce que font les super-antigènes, c'est d'établir un pontage entre le T-cell récepteur et le MHC. Et donc, en réalisant ce pontage, on a de nouveau une activation polyclonale, donc qui est indépendante de la spécificité antigénique, et donc ça va permettre d'activer un très grand nombre de lymphocytes. Donc que ce soit les super-antigènes ou les protéines A, ce qui va en résulter, c'est une activation massive des lymphocytes B et des lymphocytes T. Alors, ça peut paraître très paradoxal d'échapper au système immunitaire en l'activant, mais il ne faut pas oublier que l'inflammation du système immunitaire est contrôlée de manière stricte, parce qu'une trop forte inflammation cause des dégâts. Donc, une activation polyclonale des lymphocytes B, des lymphocytes T, va induire une forte inflammation qui va induire la production par le système immunitaire d'immunosuppresseurs, comme par exemple l'interleukine 10, qu'on a déjà mentionné, qui est un immunosuppresseur puissant des lymphocytes, des macrophages, et en fait d'une grande partie de la réponse immunitaire qui est efficace contre les bactéries. Donc, Staphylococcus aureus dispose de toute une série de mécanismes qui lui permettent de résister à l'inflammation pendant un certain temps, on vient de les voir. Il va déclencher une surinflammation, une très très forte inflammation en activant la réponse adaptative, mais cette forte activation va induire la production d'immunosuppresseurs. Et donc, le système immunitaire va s'auto-éteindre parce qu'il est trop fortement activé par la bactérie. Et donc, Staphylocoque va utiliser cette phase d'immunosuppression pour diffuser dans l'organisme et s'y établir. Alors passons maintenant à l'Listeria monocytogenes. Là, on change complètement de registre. C'est une bactérie gram-positive, mais qui est principalement intracellulaire, en tout cas durant l'infection. Alors Listeria monocytogenes, avant tout, c'est un très bon exemple pour montrer qu'une bactérie peut ne pas avoir un seul mode de subsistance. Donc c'est un saprophyte ubiquitaire, donc une bactérie qui vit dans le sol et l'eau. Et en fait, elle ne devient un parasite pathogène pour l'homme que suite à une ingestion accidentelle d'aliments souillés par exemple de la terre ou une eau contaminée. Donc chez un individu immunocompétent, Listeria ne cause qu'une gastroentérite. Mais chez un individu non immunocompétent, l'infection peut être systémique et entraîner la mort. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, c'est la détection d'un environnement particulier, la présence notamment de toute une série de sucres, qui va amener à une régulation, à une expression de toute une série de gènes de virulence permettant à la bactérie de se multiplier en intracellulaire et donc de persister chez son hôte. Donc c'est vraiment une bactérie qui dispose de deux modes de vie différents,
qui sont parfaitement régulés en fonction de son environnement et des métabolites surtout qui sont disponibles. Alors son cycle intracellulaire est très bien connu. Ici on a de très belles illustrations en microscopie à transmission. Donc la bactérie se fait phagocyter par les macrophages. Elle ne cherche absolument pas à échapper à la phagocytose. Elle se retrouve dans une vésicule de phagocytose. Mais en fait, très vite, elle va sortir de cette vésicule de phagocytose grâce à une enzyme qui va lyser la vésicule, la lystériolysine LLO. Donc, elle s'échappe de cette vésicule de phagocytose en la lisant, et elle va se multiplier en fait dans le cytoplasme de la cellule. Et dans le cytoplasme, elle est évidemment protégée de l'action du phagolysosome. Alors vous me direz, c'est très bien de se multiplier à l'intérieur de la cellule, mais elle doit bien en sortir à un moment ou un autre, et là elle pourrait se faire attaquer, notamment par le complément, par les anticorps, et ainsi de suite. Ou se faire rephagocyter. En fait, elle dispose d'une autre enzyme, ACTA, très très impressionnante dans son mode d'action. En fait, ACTA peut polymériser l'actine. Donc l'actine, c'est une partie du cytosquelette de la cellule, et ACTA va en fait le polymériser, faire ce qu'on appelle des échelles ou des comètes d'actine. Et cette polymérisation de l'actine va progressivement pousser la bactérie. Donc c'est vraiment une manière de se propulser dans la cellule, jusqu'à aller percuter les membranes de la cellule, qu'elle va déformer, on va avoir une invagination en fait en doigt de gant, et on a la possibilité de s'écarter quand même assez loin de la cellule pour aller percuter une cellule adjacente, dans laquelle la bactérie va pénétrer, mais toujours contenue dans la membrane de la première cellule. Et une fois dans la deuxième cellule, elle va de nouveau, grâce à LLO et une autre enzyme, liser la vésicule ici, et elle se retrouvera à nouveau dans le cytoplasme de la cellule. Donc l'hystéria ne cherche pas à échapper à la phagocytose, elle ne demande que ça, mais une fois dans la vésicule de phagocytose, elle va très vite s'en échapper, se multiplier dans le cytosol des cellules, et surtout être capable de diffuser de cellule à cellule, sans jamais repasser dans le milieu extérieur. Donc sinon, concernant la réponse immunitaire contre l'Listeria monocytogenes, comme je vous l'ai dit au départ, elle cause une simple inflammation, une gastrite, suite à son ingestion accidentelle chez les individus immunocompétents. Donc il n'y a aucun problème à contrôler en fait cette bactérie. Elle ne peut subsister qu'assez peu de temps dans l'organisme. Par contre, chez un individu immunocompétent, évidemment, c'est tout à fait autre chose. Mais la réponse immunitaire contre cette bactérie est relativement classique, si ce n'est qu'en fait, les TCD8 vont jouer un rôle très très important pour l'éliminer. Ce qui est assez particulier, c'est vraiment typique d'une réponse virale, alors qu'ici, on a affaire à une bactérie. Mais cette bactérie se retrouve dans le cytosol, comme beaucoup de virus. Donc ça explique l'importance de la réponse des TCD8 pour éliminer la bactérie. Donc, si on reprend l'infection au début, la bactérie est ingérée de manière accidentelle, elle se retrouve dans le tube digestif. Là, en fait, elle va pénétrer dans l'organisme via ce qu'on appelle les cellules M. Donc, ce sont des cellules qui font de la transcytose. Après être passée dans les cellules M, la bactérie va envahir notamment les cellules dendritiques, qui vont de nouveau amener la bactérie notamment dans les ganglions lymphatiques. Là, il y aura une présentation des antigènes aux lymphocytes T, notamment les lymphocytes T CD8, parce que la bactérie sera dans le cytosol, et donc ces antigènes seront présentés en association au MHC de classe 1. Les TCD8 sont activés, les TCD4 aussi en partie. On a une forte production d'interféron gamma qui va stimuler les fonctions microbicides, dont la production de nitrites oxyde, qui va amener à l'élimination de la bactérie. Et donc, comme je vous le disais, ce qui est assez particulier au niveau de la réponse adaptative, c'est étant donné que la bactérie est principalement dans le cytosol, ce sont principalement les lymphocytes T CD8 qui vont être importants pour l'éliminer. Les lymphocytes T CD4 qui sont très importants dans la majorité des infections bactériennes, en fait, pour
Listeria monocytogenes auront relativement peu d'importance. Donc de nouveau, c'est un exemple pour illustrer le fait que la localisation de l'agent pathogène va en grande partie déterminer le type de mécanisme effecteur auquel elle doit faire face, et donc le type de mécanisme d'échappement à la réponse immunitaire qu'elle va déployer. Alors passons maintenant à Mycobacterium tuberculosis. Donc là, il s'agit un peu d'une des stars, entre guillemets, dans les pathogènes de type bactérie. Donc c'est une mycobactérie, un bacille, avec une croissance très lente, qui est intracellulaire, facultative. Alors quand je dis que c'est une star dans le domaine des infections bactériennes, il faut considérer qu'on a pratiquement un individu sur 4 dans le monde qui est infecté par cette bactérie. Et il s'agit d'une infection chronique qui peut durer toute la vie de l'individu. Donc on estime que 2 à 3 milliards de personnes sont infectées par Mycobacterium tuberculosis. De nouveau, principalement en Afrique, et en partie dans l'Asie et l'ex-URSS. Donc en 2015, on avait 10,4 millions de cas et 1,8 million de morts. Un des gros problèmes avec cette bactérie, c'est d'abord les co-infections avec HIV qui augmentent fortement la mortalité, et alors également, depuis plusieurs années, l'augmentation des cas de multirésistance, donc une augmentation de plus en plus importante de la résistance aux traitements antibiotiques. Donc c'est une bactérie qui infecte principalement par voie aérienne, donc qui va se multiplier dans un premier temps dans le poumon, et qui ensuite peut disséminer dans le reste du corps. Alors la majorité des patients qui sont infectés par Mycobacterium tuberculosis sont asymptomatiques. Ils vont contrôler l'infection et ils vont acquérir une immunité contre cet agent pathogène. En tout cas une immunité de contrôle, pas une immunité malheureusement stérilisante. Donc il y a une persistance de l'agent pathogène et la bactérie va persister dans des granulomes. Donc je vous ai déjà décrit cette structure. Je ne vais pas revenir trop en détail dessus. Je vous rappelle, c'est une structure de contention. Les macrophages ne peuvent pas éliminer la bactérie. Ils vont donc s'agglomérer. On va avoir une fibrose autour de ces cellules infectées et un anneau de lymphocytes T qui vont produire notamment de l'interféron gamma pour augmenter les fonctions microbicides des cellules phagocytaires. Et de temps en temps, ces granulomes évidemment peuvent subir une rupture. On a relargage de la bactérie qui redonne, je dirais, naissance à une infection généralisée et donc à des symptômes. Donc on peut avoir de manière cyclique, je dirais, des symptômes qui apparaissent chez quelqu'un dont le contrôle de l'infection n'est pas parfait. Alors ces granulomes sont aussi à la base des lésions qui sont causées par l'infection. Donc plus le nombre de granulomes augmente, en fait, et plus le tissu pulmonaire est attaqué, et plus sa capacité, évidemment, à assurer des fonctions d'oxygénation est réduite. Alors la réponse immunitaire contre Mycobacterium tuberculosis, c'est une réponse immunitaire tout à fait classique en termes de réponse Th1 contre les bactéries. Donc ce sont des lymphocytes T CD4 différenciés en Th1 qui vont produire de l'interféron gamma, et qui vont augmenter les fonctions microbicides des macrophages. Et donc la persistance est liée à la formation de ces granulomes, et dans ces granulomes, on a en fait, en tout cas chez les individus qui contrôlent bien l'infection, la majorité des asymptomatiques, un espèce d'équilibre qui s'établit entre le contrôle de la multiplication de la bactérie et sa persistance. Alors comment est-ce que la bactérie réussit à survivre dans les cellules phagocytaires? En fait, de nouveau, elle ne va pas échapper à la phagocytose. Au contraire, elle ne fera absolument rien pour s'en protéger. Par contre, une fois dans la vésicule de phagocytose, elle va favoriser la fusion avec ce qu'on appelle les early endosomes, à l'aide d'une molécule, PIM, mais ensuite, avec une autre molécule, MANLAM, elle va inhiber la fusion avec ce qu'on appelle les endosomes tardifs et les lysosomes. Donc, en modifiant en fait la maturation du phagolysosome, elle va en fait empêcher cette vésicule de devenir trop acide. On ne va pas aller vers un pH 4, on ne va pas aller non plus avec la fusion vers les lysosomes
avec l'adjonction d'enzymes hydrolytiques dans cette vésicule. Donc on va rester dans une vésicule de phagocytose, mais une vésicule qui va être immature. Alors chez les individus asymptomatiques immunocompétents, la production d'interférons gamma va quand même stimuler cette maturation du phagolysosome. Et donc il va y avoir un contrôle important de l'infection, même si la bactérie bloque une partie de la maturation. Et donc il va vraiment y avoir un équilibre qui va s'établir entre l'élimination de la bactérie et sa persistance. Par contre, s'il n'y a pas assez d'interférons gamma produits, par exemple si les TCD4 sont détruits par HIV, là en fait, cette maturation du phagolysosome est complètement bloquée, la bactérie reste dans des phagolysosomes immatures et va pouvoir alors se multiplier dans ce phagolysosome immature. Alors la vaccination contre la tuberculose, donc on dispose d'un vaccin contre la tuberculose, le vaccin bilier de Calmette et Guérin, qui a été utilisé chez l'humain à partir de 1921. Donc c'est un des premiers grands vaccins historiques, pionniers, qui a été développé. Donc il s'agit d'un vaccin vivant atténué qui a été préparé à partir d'une souche de bacille de la tuberculose bovine, Mycobacterium bovis, et qui a perdu sa virulence sur l'homme par culture sur des milieux artificiels. Donc on l'a passé pendant plusieurs années sur des milieux artificiels, en dehors de l'hôte. Donc la bactérie a progressivement perdu une série de facteurs de virulence et a perdu sa capacité à se multiplier de manière intense dans son hôte. Alors, il y a plusieurs limitations majeures. Le BCG protège raisonnablement bien l'enfant contre les formes mortelles, donc jusqu'à à peu près 15 ans. Il y a une protection à peu près de 80-85% contre les formes mortelles. Par contre, cette protection diminue chez l'adulte. On n'a plus qu'une protection qui est d'à peu près 50%. Et alors surtout, un des gros problèmes du BCG, c'est qu'il protège au niveau des symptômes, donc il limite la mortalité chez les gens infectés, mais par contre, il n'empêche pas la personne d'être infectée et de transmettre l'infection. Donc c'est pas un vaccin qui est stérilisant. Il y a également une grande variabilité au niveau des populations. En fonction des origines géographiques, on a déjà constaté que le BCG pouvait plus ou moins bien protéger. Donc c'est un vaccin qui est quand même déjà intéressant, il a fortement réduit la mortalité, mais c'est pas du tout un vaccin qui permet en fait de contrôler cette infection. En tout cas pas de contrôler la pandémie de Mycobacterium tuberculosis qui touche plus de 2 à 3 milliards d'individus. Donc il y a une recherche effrénée de nouveaux vaccins pour essayer de contrer cette infection, surtout face à l'augmentation de la résistance aux antibiotiques des souches de Mycobacterium tuberculosis. Donc il y a de nombreux vaccins qui sont en développement depuis des décennies. C'est pas du tout évident d'en produire qui soient suffisamment efficaces pour induire une immunité stérilisante. Plusieurs sont actuellement en test clinique, mais jusqu'à présent, on ne dispose pas encore d'un vaccin parfaitement efficace pour contrôler cette infection. Donc si je résume, Staphylococcus aureus, il va bloquer le recrutement des cellules phagocytaires et la phagocytose. Donc lui, il ne veut pas en fait se faire phagocyter. Listeria monocytogénèse, elle s'échappe du phagolysosome pour se multiplier dans le cytoplasme. Et Mycobacterium tuberculosis, il va persister dans le phagolysosome en empêchant sa maturation. Donc comme vous voyez, 3 manières totalement différentes en fait de réussir à échapper à la vaccination. Soit on ne se fait pas phagocyter, d'échapper à la phagocytose, donc soit on ne se fait pas phagocyter, soit on s'échappe du phagolysosome après phagocytose, soit on empêche la maturation du phagolysosome. On va prendre maintenant quelques exemples d'infections par des parasites, et on va commencer par Trypanosoma brucei. Donc les trypanosomoses sont dus à des protozoaires du genre Trypanosoma, distinguent 2 maladies très différentes, une due à T. brucei, on appelle la nagana pour l'animal ou la maladie du sommeil pour l'homme, et une maladie américaine qui est due à Trypanosoma cruzi, la maladie de Chagas. Alors,
Ces deux maladies sont très différentes et la persistance du protozoaire sont également très différentes. Donc, dans la maladie africaine du H3 on a une multiplication extracellulaire du protozoaire, alors que Trypanosoma cruzi, lui, est intracellulaire. Ici, on va s'intéresser à Trypanosoma brucei, qui est extracellulaire. Donc, c'est un protozoaire flagellé extracellulaire sanguicole, et il est transmis par la piqûre d'un insecte diptère hématophage, donc la glossine. Donc, l'infection par Trypanosoma brucei induit la maladie du sommeil. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail, mais après une phase d'incubation d'à peu près 2 semaines, on a induction de fièvre, inflammation, splénomégalie, hépatomégalie, et après plusieurs semaines ou mois d'infection, on a une atteinte du système nerveux central. Ça, c'est la phase méningo-encéphalique, qui va induire d'importantes modifications comportementales. C'est pour ça qu'on parle de maladie du sommeil. On va avoir de la frilosité, de l'anorexie, un état dépressif, des somnolences diurnes et des insomnies nocturnes. Et finalement, un coma. Donc une caractéristique de cette infection, c'est qu'elle est très longue. Donc on est de nouveau face à un agent pathogène qui peut infecter pendant plusieurs années son hôte. Le pathogène a tout à fait intérêt à ce que cette infection soit très longue, notamment parce qu'il a un cycle complexe, il doit être repris par un insecte vecteur, et donc plus l'hôte est infecté pendant longtemps, plus on augmente la probabilité qu'un insecte puisse reprendre le parasite et le transmettre à un autre individu. T. brucei est capable de réguler finement sa multiplication dans le sang. Donc il va produire une série de molécules, je ne vais pas entrer dans le détail, qui vont en fait lui permettre de compter sa densité dans le sang, un peu comme un système de quorum sensing de bactéries, et ça va lui permettre de réguler sa multiplication et de rester à un niveau tolérable pour l'hôte. Donc, je vous avais bien expliqué au tout début du cours que le principal objectif d'un pathogène, c'est se multiplier, persister dans l'hôte, généralement le plus longtemps possible, pour permettre sa transmission à d'autres hôtes. Il n'a généralement absolument pas pour objectif de tuer son hôte. Et ici, c'est bien mis en évidence dans le cas de Trypanosoma brucei. Il bloque de lui-même sa multiplication pour augmenter la probabilité, évidemment, qu'il soit disséminé. Alors le deuxième mécanisme majeur d'échappement, là c'est un échappement direct à la réponse immunitaire. T. brucei est présent dans la circulation sanguine, donc il est exposé au système immunitaire adaptatif et surtout aux anticorps. Et donc, pour échapper aux anticorps, il a une stratégie très particulière qui est de varier son manteau antigénique. Donc, à sa surface, il a une glycoprotéine majeure, le VSG, variant surface glycoprotéine. Et en fait, son génome contient approximativement 1000 gènes de VSG différents. Mais un seul de ces gènes est exprimé à la fois. Donc c'est un système à cassette. Je ne vais pas de nouveau entrer dans le détail moléculaire. Donc au cours du temps, on va voir une fluctuation du nombre de parasites. Et en fait, chaque pic de parasitémie va en fait être caractérisé par l'expression d'un VSG particulier. Donc la dynamique, c'est que le parasite se multiplie avec un VSG qui n'est pas reconnu par le système immunitaire adaptatif. Puis en fait, quand des anticorps commencent à être produits, la population de trypanosome va varier son VSG. Un nouveau VSG va être produit, qui ne sera pas reconnu par les anticorps. Et le cycle va se reproduire de manière continue avec les 1000 VSG disponibles. Ça permet, avec son stock de 1000 VSG, au trypanosome de retarder quasi indéfiniment la réponse immunitaire adaptative, et donc persister chez son hôte. Donc réponse immunitaire contre Trypanosoma brucei, c'est une réponse principalement médiée par les lymphocytes TCD4 produisant de l'interféron gamma, qui vont induire des anticorps lytiques, qui vont réussir à détruire une partie des T. brucei, ceux qui n'auront pas notamment varié leur VSG à temps. Mais évidemment, cette
cette variation des VSG va contrecarrer une bonne partie de cette réponse et on va avoir une persistance sur le très long terme des Trypanosoma brucei. Alors cette variation des VSG qui permet d'échapper à la réponse immunitaire adaptative, elle cause évidemment un énorme problème aussi pour la vaccination. Parce que on a les 1000 VSG au niveau de 1 trypanosome, mais en nature, vous avez une variation de ces VSG aussi entre trypanosomes. Donc en fait, il y a une énorme diversité de VSG différents dans la nature. Et ces VSG, ce sont les principaux antigènes que le système immunitaire voit. Donc c'est très compliqué d'arriver à développer une vaccination contre ce trypanosome, parce que les principaux antigènes de surface varient en permanence. Donc on a essayé de développer évidemment des vaccins contre les parties les plus constantes, ou de trouver des molécules, entre guillemets, différentes du VSG et qui sont quand même visibles par le système immunitaire, mais jusqu'à présent on n'a jamais réussi à développer un vaccin qui est efficace contre ce parasite. Alors là de nouveau c'est une star, c'est un peu l'équivalent de Mycobacterium tuberculosis pour les bactéries. Plasmodium falciparum, c'est le principal protozoaire infectant l'humain. De nouveau, c'est un protozoaire qui infecte plusieurs milliards d'individus. C'est l'agent du paludisme, ou malaria. On a plus de 300 à 500 millions de cas cliniques par an, donc 1 à 3 millions de décès par année. Alors la malaria a été pratiquement éradiquée en fait en Europe, mais on a encore en Europe assez fréquemment ce qu'on appelle des malarias des aéroports, donc des malarias d'importation. On a plusieurs milliers de voyageurs infectés par an qui débarquent, principalement d'Afrique. Alors le cycle de Plasmodium est particulièrement compliqué. Je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais globalement, on a une partie du cycle qui a lieu chez l'insecte vecteur, chez l'anophèle. C'est la partie reproduction sexuée. Puis on a ensuite une reproduction principalement asexuée chez l'hôte humain. Et donc là, on va avoir à la fois une phase hépatique et une phase érythrocytaire. Et en fonction de la prédominance en fait de la phase chez l'hôte, hépatique ou érythrocytaire, on va évidemment avoir des symptômes très différents et une gravité très différente. Alors, dans chacune de ces phases, ça c'est important à mentionner, le parasite adopte une forme en fait différente. Et pour chacune de ces formes, on va avoir des antigènes exprimés qui seront différents. Donc, la différenciation du parasite chez son hôte, la présence de différents cycles, va constituer en soi un mécanisme d'échappement à la réponse immunitaire. Parce qu'en fait, à chaque étape du cycle, on va avoir des antigènes différents qui vont être exprimés par le protozoaire. Donc, on a une partie du cycle qui a lieu dans le foie, une grande partie qui a lieu également dans les globules rouges, puis une partie hors des globules rouges avant reprise du parasite par l'insecte. Et donc, en fonction de la localisation du parasite, en fonction des étapes du cycle, on va avoir différents mécanismes effecteurs. À la fois des réponses TCD4, TCD8 avec production d'interféron gamma, forte réponse inflammatoire, et des phases où les anticorps pourront jouer. Alors, les formes cliniques dépendent très fortement de la localisation du parasite, qui peut fortement varier d'un individu à l'autre. Donc le paludisme simple, qui se traduit principalement par des fièvres périodiques, donc la forme la moins grave, c'est quand on a en fait surtout un cycle qui est érythrocytaire. Donc on va avoir périodiquement des fièvres qui sont dues à l'éclatement des globules rouges. On a également des formes viscérales. Donc ça c'est le paludisme compliqué, quand on a une grosse partie du cycle qui est dans le foie ou dans la rate. Parce que là on va avoir une lésion, une attaque de ces organes. Et donc là on risque, suite à l'inflammation, d'avoir des grosses atteintes, notamment au niveau des reins. Puis on a des formes graves de paludisme, notamment le neuropaludisme, la malaria cérébrale, où là on peut avoir une inflammation dans le cerveau, et le cerveau étant évidemment très très sensible aux réactions inflammatoires,
notamment suite à la compression par la boîte crânienne. Je rappelle que le cerveau ne peut pas, entre guillemets, gonfler suite à la présence de la boîte crânienne. Donc ça augmente la pression intracrânienne. Et il y a également le problème de la non-régénération, évidemment, du tissu nerveux. Donc c'est un tissu qui est particulièrement sensible aux réactions inflammatoires. Donc la malaria cérébrale est une infection extrêmement grave qui souvent aboutit à la mort du patient. Donc, premier mécanisme d'échappement à la réponse immunitaire, je vous l'ai décrit, c'est le fait qu'il ait un cycle complexe où il va varier ses antigènes de surface. Deuxième mécanisme d'échappement, il va exprimer notamment une protéine, PFEMP1. Donc cette protéine est exprimée par le parasite quand le parasite est dans les érythrocytes, dans les globules rouges. Et la protéine va alors se fixer en membrane des érythrocytes. Alors là, c'est très intéressant. En fait, le PFEMP1 va permettre aux érythrocytes de se fixer préférentiellement dans les capillaires sanguins. Alors, ça a un double intérêt pour le parasite, de rester dans les érythrocytes, dans les capillaires sanguins. D'abord, dans les érythrocytes, qui sont évidemment protégés contre la réponse immunitaire extracellulaire, mais comme l'érythrocyte est bloqué dans le capillaire sanguin, ça va augmenter la probabilité de reprise par un insecte vecteur. Les repas sanguins ont principalement lieu au niveau évidemment des capillaires sanguins. L'autre avantage aussi, c'est que ça va éviter, enfin en tout cas ça va réduire le passage des globules rouges par la rate. Dans la rate, vous avez énormément de macrophages, c'est un filtre pour la circulation sanguine, et donc beaucoup des globules rouges infectés qui ont une déformation de structure vont être captés par les macrophages de la rate et éliminés. Donc PFEMP1 permet d'échapper en partie à ce passage par la rate. Un vaccin a récemment été produit par GlaxoSmithKline, mais il n'a qu'une efficacité de 40%. Donc, ce qui est mieux que rien, et ce qui est encore très loin de l'efficacité qui serait nécessaire pour contrôler cette épidémie. Sinon, on a des traitements, notamment les fameux traitements à base de quinine, mais qui ont des effets secondaires. Et surtout, une résistance se développe de nouveau de plus en plus par rapport à ces médicaments. Donc on est loin de contrôler de nouveau cette infection. Alors dans les autres mécanismes d'échappement, donc l'invasion des érythrocytes, évidemment la bactérie le protozoaire étant intracellulaire, mais les érythrocytes donnent un avantage très très important en tant que cellules infectées. Ça fait partie des rares cellules de l'organisme qui n'expriment pas le MHC de classe 1 ou le MHC de classe 2. Donc il n'y a pas d'expression des antigènes, entre guillemets, produits par le protozoaire dans l'érythrocyte. Et donc ça peut être considéré en fait comme une sorte de site privilégié pour se multiplier dans l'organisme. Alors, le parasite va aussi tirer parti d'une particularité des globules rouges. Donc dans les globules rouges, vous avez énormément évidemment d'hémoglobine, et le parasite va être capable, à partir de l'hémoglobine, d'extraire l'hème et d'en réaliser un polymère, ce qu'on appelle l'hémozoïne. Et cette hémozoïne induit une très forte réponse inflammatoire. Cette capacité d'induire une inflammation chronique qui va lui permettre, en fait, d'induire la production chronique d'immunosuppresseurs, de nouveau de l'interleukine 10. Et donc, cette inflammation chronique en stimulant l'interleukine 10 va amener au blocage de toute une série de fonctions microbicides. Donc on va de nouveau bloquer la réponse TH1 qui serait efficace contre le protozoaire. Alors il y a encore d'autres choses à dire sur la fameuse protéine PFEMP1 qui permet au parasite, quand il est dans le globule rouge, de rester localisé dans les capillaires sanguins. Donc PFEMP1, elle est encodée par 50-60 gènes différents. Donc c'est pas la variabilité qu'on retrouve avec le VSG du trypanosome, mais c'est quand même déjà une variabilité qui est très importante. Et donc, on va avoir une variabilité importante de PFEMP1 qui va permettre aux parasites d'échapper en partie à la réponse immunitaire humorale dirigée contre PFEMP1. Et cette diversité des gènes PFEMP1, ça permet également des recombinaisons entre les différents gènes,
ce qui va aboutir à une variation entre protozoaires au niveau du PFEMP1. Donc, on a une variation en interne chez un protozoaire de PFEMP1 dû au fait qu'on a plusieurs dizaines de gènes différents, mais on va également avoir une forte variation entre protozoaires dû au fait que le PFEMP1 va, en produisant des recombinaisons entre les différents gènes, créer de nouveaux gènes. Et donc, de nouveau, ce polymorphisme au niveau de PFEMP1 va causer un très gros problème pour isoler des antigènes conservés. Donc, de nouveau, gros problème dû à la variation antigénique pour avoir une vaccination efficace. Alors, l'immunité contre Plasmodium, donc ce qu'on constate en nature, c'est qu'en fait, l'infection par Plasmodium, dans le meilleur des cas, elle est contrôlée et tolérée, plutôt que prévenue et éliminée. Donc les individus vont disposer d'une immunité qui est une sorte de tolérance à la présence du pathogène, et on ne va absolument pas avoir de développement d'une immunité stérilisante. Et on constate que les individus qui ne sont plus en fait soumis à des infections régulières perdent assez rapidement cette infection. Et comme ce n'est pas une immunité stérilisante, il y a toujours possibilité de propager l'infection. Donc, en nature, en fait, on n'a pas d'individu qui développe une réponse immunitaire satisfaisante, protective contre Plasmodium. Et ça, c'est aussi en fait un énorme problème pour le développement d'un vaccin. Donc ce que font la majorité des vaccins, c'est de copier une immunité naturelle protective. Donc si certains individus développent une immunité protective forte, on essaye par la vaccination de copier cette immunité et de l'induire chez une majorité des individus. Ici, le problème, c'est qu'avec Plasmodium, et en fait avec énormément de protozoaires, dans beaucoup de cas, aucun autre ne développe une réponse immunitaire vraiment satisfaisante, une réponse qui serait stérilisante. Donc le problème, c'est d'arriver à développer un vaccin qui fait mieux que l'immunité naturelle. Et ça, on y arrive en fait pour relativement peu de vaccins. C'est beaucoup plus compliqué que de copier l'immunité naturelle. Et donc, en plus de ce problème, on a les problèmes que je vous ai déjà cités. Donc le fait que le cycle est complexe, il y a beaucoup d'antigènes différents qui sont exprimés, le fait qu'il y ait une variabilité des principaux antigènes comme PFEMP1, et donc de nouveau on a ce problème de la variabilité antigénique qui fait que c'est très difficile de développer un vaccin qui par définition est spécifique de certains antigènes. Alors il y a aussi la capacité du parasite à manipuler la réponse immunitaire, notamment sa capacité à induire un niveau élevé d'interleukine 10. Et donc, cette interleukine 10, si vous n'avez pas une immunité qui est stérilisante dès le départ, le parasite va progressivement en fait pouvoir détruire, pas comme le HIV, mais au moins partiellement, l'immunité déjà présente. Donc quelqu'un qui serait vacciné, qui aurait une protection partielle, une fois confronté au protozoaire, le protozoaire pourrait, dans beaucoup de cas, en fait, en produisant de l'interleukine 10, diminuer, réduire cette immunité protective. Alors on va voir un tout dernier parasite. Donc, parasite Leishmania, c'est l'agent de la leishmaniose. Donc on est de nouveau face à un protozoaire qui est transmis par des piqûres d'insectes. Ici c'est le phlébotome, aussi un insecte hématophage. Donc on va de nouveau avoir un cycle chez l'insecte et un cycle asexué chez l'hôte humain. Alors, ici, le cycle est beaucoup moins complexe. On va avoir deux principales formes chez le mammifère, chez l'humain. Une forme flagellée, le promastygote, et une forme sans flagelle quand le parasite est à l'intérieur des cellules. C'est la forme dite amastygote. Alors, c'est un parasite qui est principalement de nouveau présent dans le sud, avec un nombre assez important de cas, plus de 2 millions de cas d'humains infectés par année. Plusieurs formes différentes dues à plusieurs espèces différentes de Leishmania. On a des formes graves mortelles, la leishmaniose viscérale, qui est principalement due à Leishmania donovani, Leishmania infantum. Et on a principalement des formes cutanées, relativement peu graves,
des infections cutanées qui vont nécroser. Donc ça provoque des lésions qui s'auto-guérissent en quelques mois, mais qui laissent des cicatrices qui peuvent être assez défigurantes, et qui peuvent aussi, en milieu tropical, constituer des portes d'entrée pour d'autres agents pathogènes. Donc même si c'est cutané, c'est pas forcément bénin. Donc on va s'intéresser surtout à la leishmaniose cutanée, du Leishmania major. Donc en Europe, le principal réservoir de la leishmaniose, c'est le chien. On retrouve la leishmaniose dans le sud de l'Europe, notamment dans le sud de la France. En fait, à Nice, vous allez retrouver un très grand pourcentage, je n'ai plus les chiffres en tête, mais il y a une vingtaine d'années, je crois que presque un tiers des chiens dans la région de Nice étaient infectés par leishmania. Alors là, évidemment, vous voyez les stades ultimes de l'infection chez le chien, et chez les chiens qui sont infectés de manière chronique, mais pas encore à ce stade, tout ce qu'on a souvent, c'est une sorte de rétraction du coussinet plantaire, qui amène à une position un peu particulière du chien. Donc, c'est le principal réservoir de la leishmaniose en Europe, et donc le cycle se passe entre le chien et l'humain. Donc l'insecte piqueur, le phlébotome, pique le chien, le retransmet à l'humain, et ainsi de suite. Alors c'est évidemment une infection qui, comme beaucoup d'infections, sont favorisées par l'immunosuppression, donc le HIV, mais également les transplantations, les grossesses, et donc on peut avoir des réactivations de la leishmaniose chez les gens qui ont une immunosuppression, parfois 10, 20 ans après l'infection initiale. Donc dans ces cas-là, ça peut donner lieu à des infections beaucoup plus graves. Alors le cycle de Leishmania, il n'est pas très compliqué. En fait, c'est de nouveau un parasite qui ne va absolument pas chercher à éviter la phagocytose. Il va se faire phagocyter. Mais à la différence, par exemple, de l'hystéria qui s'échappe du phagolysosome, ou bien de Mycobacterium tuberculosis qui bloque sa maturation, lui, en fait, une fois dans le phagolysosome, il va le bloquer très temporairement et ensuite il va se transformer en sa forme amastygote. Et en fait, cette forme amastygote est tout à fait capable de se multiplier dans un phagolysosome qui est acidifié. Donc, il va être capable d'adopter une forme particulièrement bien adaptée à la multiplication dans le phagolysosome. Alors, si je voulais surtout vous parler en fait de Leishmania ici, c'est parce qu'on l'a beaucoup étudié, donc c'est un modèle de référence en immunologie, et c'est dans ce modèle notamment qu'on a observé la grande différence entre les réponses TH1 et TH2. Donc, pour la petite histoire, quand on injecte en footpath le parasite Leishmania major chez les souris, on a très vite observé que chez les souris blanches, on avait une absence de contrôle de la taille de la lésion cutanée au niveau de la patte. Donc ici, vous avez la taille de la lésion. Et donc chez les souris blanches BALB-C, vous avez une augmentation de la taille de la lésion très importante et cette lésion ne guérit pas. Par contre, chez toutes les souris noires, on a observé, souris C57 Black 6 par exemple, ici, on a observé un contrôle important de cette lésion. Et donc, ce modèle a permis en fait de comprendre les mécanismes sous-jacents au contrôle de l'infection. Donc, les souris blanches en fait ont plus tendance à faire une réponse de type TH2, donc à produire de l'interleukine 4. La réponse TH2, je vous rappelle, elle est surtout efficace pour éliminer les helminthes. Elle n'est pas du tout efficace contre un parasite qui est intracellulaire. Pour ça, il faut une TH1 qui en fait se développe principalement dans les souris noires. Donc, ici, c'est aussi un bel exemple pour montrer que, en fonction du fond génétique, vous pouvez avoir un choix de type de réponse immunitaire complètement différent. Et dans certains cas, produire une réponse immunitaire qui est intense, la réponse TH2 ici est très forte, mais qui est tout à fait inadaptée pour éliminer le parasite. Donc ça souligne ici l'importance vraiment du choix du type de réponse immunitaire pour contrôler l'infection. Si on a de l'interleukine 4 produit, on va vers TH2, on ne contrôle pas la leishmaniose. Et dans les souris blanches, si on neutralise l'interleukine 4, on a un contrôle de l'infection. Mais là où je voulais en venir, c'est au niveau de la diversité des différents protozoaires au sein d'une même espèce. Donc on a pendant très longtemps sur la leishmaniose travaillé sur une souche de référence. Bon,
la IR 173. Retenez évidemment pas le nom, je vous le donne juste comme ça. Donc dans cette souche, on observe ce que je viens de vous décrire. Donc dans des souris blanches, on a une croissance incontrôlée, dans les souris noires, on a un contrôle de la croissance, et dans les souris blanches où le gène de l'interleukine 4, du récepteur de l'interleukine 4 est déficient, on a un contrôle important de la croissance. Donc c'est le modèle classique. Vous faites une TH2, on ne contrôle pas l'infection, on fait une TH1, on la contrôle. Ça, en fait, c'est ce qu'on observe en laboratoire avec une souche. Le problème, c'est quand on prend différentes souches de Leishmania major trouvées en nature, on a des résultats complètement différents. Vous avez là, par exemple, la souche LV39. Si vous bloquez l'interleukine 4 dans les balbes C, les souris blanches, en fait, il n'y a pas de différence. Donc, ce n'est pas un problème dans les balbes C de susceptibilité due à la production de la TH2. Avec la souche V1, vous avez un effet intermédiaire du blocage de l'interleukine 4. Avec la souche SD, par contre, c'est encore pire. Même chez les souches C57 Black 6, vous avez en fait une multiplication de la bactérie, du protozoaire. Donc, je vais insister ici sur le fait que une bonne partie de ce que je vous ai présenté comme mécanisme d'échappement, ça a été mis en évidence chez des souches de référence, que ce soit pour les bactéries, pour les protozoaires, ou même pour les virus. En fait, il existe une énorme variation en nature au niveau des souches. Et donc, plus on creuse, plus on se rend compte qu'en fait, on trouve une grande variabilité non seulement des antigènes, mais également des mécanismes d'échappement au sein même d'une espèce. Donc, en fait, même si on a 1400 agents pathogènes qui nous infectent, ça peut sembler déjà une énorme diversité d'agents pathogènes à étudier, mais rappelez-vous que dans chaque espèce, vous avez encore une diversité très 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 importante. Et donc, ici, dans le cas de Leishmania, j'insiste sur cette diversité, parce que par exemple, souvent on ne se soucie pas de ce qui se passe chez l'insecte vecteur. Je vous ai dit que pour Plasmodium ou pour Leishmania, le cycle sexuel du parasite a lieu chez l'insecte vecteur. Mais ce cycle sexuel, c'est une méiose, donc c'est un mécanisme d'échange de gènes, en fait, de mixage de gènes entre deux parasites différents. Et donc c'est un générateur de diversité. Donc ici, il y a une très belle expérience qui a été faite. Donc des chercheurs ont pris deux souches différentes de Leishmania, deux souches parentales différentes, qui ont une virulence différente chez la souris. Donc là, vous avez l'infection chez la souris, la taille des lésions. Vous avez une souche qui est très virulente, qui fait très rapidement une lésion, et une souche parentale qui est plus faiblement virulente. Donc c'est ce qu'ils appellent la souche rapide et la souche lente. Ils ont mis en fait ces deux souches, la rapide et la lente, chez l'insecte, pour qu'elles fassent un cycle sexuel chez l'insecte. Et après ce cycle sexuel, les chercheurs ont isolé les différents protozoaires. Et donc ils ont obtenu, je dirais, la descendance, et donc ils ont obtenu toutes ces souches, en fait, pour chacun des parents. Et donc ce que vous voyez ici, c'est qu'après un seul cycle sexuel, vous avez déjà une variation de la virulence par rapport à la souche parentale. Donc, en très peu de cycles, vous avez une diversification constante des souches. Donc, il ne faut absolument pas voir de nouveau les agents pathogènes comme des choses statiques. En recherche, souvent, on met 10, 15, 20, 30 ans à étudier une souche. Soyez bien persuadés que cette souche, elle n'existe plus en nature. Elle a été remplacée par d'autres souches qui ont d'autres propriétés. Donc on apprend des choses très intéressantes des souches de référence, mais gardez bien en tête que ça n'est qu'une toute petite partie de la diversité qu'on va retrouver en nature. Donc en conclusion, Leishmania, il va persister dans le phagolysosome en empêchant sa maturation, puis en se transformant en une forme résistante au phagolysosome. Donc ça, c'est un de ces mécanismes d'échappement. Mais la comparaison des souches chez l'animal montre bien que les données immunologiques obtenues sur une souche de parasite ne sont pas extrapolables à l'ensemble des parasites de l'espèce. Donc on a une diversité très importante. Et donc, gardez vraiment bien en tête qu'on a exploré à ce jour, même s'il y a énormément de données disponibles,
on n'a exploré qu'une toute petite partie de la diversité des agents pathogènes. Ils évoluent en permanence. C'est vraiment la dynamique de la reine rouge que je vous ai expliqué dans l'introduction de ce cours.